Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié aujourd'hui à la facilitation de la collaboration pour délivrer plus rapidement des objets BIM. On constate agréablement que de webinaire en webinaire, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, ce qui nous fait grand plaisir. On a aujourd'hui donc, si vous avez rejoint aujourd'hui, c'est que certainement vous êtes dans cette optique en tant qu'architecte, bureau d'études, entreprise de construction, maître d'œuvre et maître d'ouvrage, à la recherche d'amélioration de vos processus collaboratifs internes, de manière à ce que vous puissiez délivrer effectivement plus rapidement vos objets, vos produits, vos maquettes BIM. Voilà, donc on va démarrer ce webinaire qui va durer une demi-heure. On va essayer de se tenir à ce timing-là. Et on va donc démarrer pour un petit rappel quand même de l'environnement BIM pour bien comprendre finalement l'ensemble des problématiques que l'on va rencontrer dans la construction d'un projet. Aujourd'hui, on se retrouve finalement avec une multitude d'acteurs qui sont autant d'intervenants qui vont participer à la construction du projet globalement. Donc un projet tel qu'il soit dispose d'un certain nombre de personnes et chacune de ces personnes ont finalement des responsabilités qui sont particulièrement encadrées. Ce qui sous-entend que finalement, on a des livrables qui doivent être produits au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et donc, l'un des points majeurs qui vont permettre au maître d'ouvrage de pouvoir disposer de son bâtiment dans des délais respectables, c'est que la coordination finalement de ce projet-là se passe du mieux possible. Alors évidemment, ça va passer par de l'organisation et aussi par la mise en place d'outils qui vont permettre et faciliter finalement cette collaboration. Alors, on a aujourd'hui des acteurs qui sont clés dans l'organisation, qui sont globalement le BIM Manager, un BIM Manager du projet, qui sera le grand coordinateur finalement du projet avec le BIM Coordinateur, qui a pour mission de développer avec la maîtrise d'ouvrage ce qu'on appelle la convention BIM, dans lequel on va retrouver en fait tous les prérequis exigés par la maîtrise d'ouvrage et qui vont répondre aux objectifs de cette même maîtrise d'ouvrage. Donc ça peut être des objectifs qualitatifs évidemment, d'environnement, de performance énergétique et ainsi de suite. Voilà. Donc cette convention BIM, elle est importante et elle va conditionner finalement tout le processus de vie du projet. Alors, on va se rendre compte, voilà, je vous apprends rien en vous faisant voir cette slide qui est assez fréquente, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de comprendre que lorsqu'on produit un objet, une maquette BIM, les évolutions en termes d'information sont particulièrement importantes. On ne délivre pas une maquette d'exécution dès les phases APS, évidemment, et donc tout ça oblige un certain nombre d'opérations dans la construction de la maquette qui vont être séquencées selon des phases. Donc là, on retrouve toutes les phases de la loi MOP, par exemple, et qui vont décrire finalement l'ensemble des composants à installer, à intégrer dans la maquette numérique. Donc toutes ces phases-là, finalement, elles sont importantes et elles consistent à intégrer, au fur et à mesure de l'avancement du projet, un certain nombre d'informations qui vont alimenter ensuite des logiciels métiers de manière à pouvoir ne pas ressaisir l'information de la maquette depuis le logiciel de calcul, par exemple, qu'il soit acoustique, qu'il soit électrique, structurelle, ou ainsi de suite. Tout ça, ce sont autant d'informations qui sont normalement intégrées dans la maquette et qui sont exploitables au travers des objets, des logiciels de calcul. Au-delà de ça, bien renseigner une maquette avec des données évolutives, c'est ce qui va permettre aussi d'assurer le contrôle de performance des équipements pour tous ceux qui font du BIM management, et donc du contrôle qualité des maquettes. La source d'information devrait être finalement la maquette numérique, puisqu'elle contient
l'ensemble des informations du projet. Et enfin, dernier point, si on va jusqu'à la phase d'exploitation et même de fin d'exécution, donc c'est de délivrer finalement à la maîtrise d'ouvrage l'ensemble des documents techniques relatifs aux équipements qui sont utilisés dans le projet. Donc en fait, finalement, on se rend compte que dans des phases amont d'un projet, on va tabler surtout sur de l'objet générique qui contient les informations principales qui vont servir en phase conception, APS, APD. Et puis, rapidement, on va décliner ces mêmes objets génériques en objets fabricants qui contiennent, eux, des valeurs de performance de chacun de ces équipements-là. Donc le DOE, évidemment, il est important puisque c'est celui qui va contenir toute la documentation technique des équipements. Et donc, c'est aussi un gros travail de ce point de vue-là à extraire toute la documentation technique pour fournir ça ensuite à la maîtrise d'ouvrage. Donc, au-delà des différentes phases de projet et puis des données techniques qu'il faut intégrer dans la maquette, il y a évidemment autant d'acteurs qu'il peut y avoir de logiciels. Et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a énormément de ressaisies qui doivent être réalisées entre les différentes phases d'un projet et entre les différents passages d'entité à une autre. Donc ça sous-entend finalement que on passe beaucoup de temps à ressaisir des informations entre la maîtrise d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises de construction et aussi les exploitants. Tous ces temps-là, finalement, ils pourraient être diminués sous réserve que l'on puisse collaborer au travers d'un outil qui soit partagé finalement et sur lequel on travaillerait sur les mêmes bases d'information. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un chiffre qui est assez éloquent, ça représente à peu près 8 milliards d'euros, en fait, les non-qualités lors de la conception ou construction d'un projet. Et en fait, ces non-qualités sont souvent dues à un manque d'information ou un manque de précision dans la création des maquettes, ce qui oblige finalement ensuite les monteurs ou les constructeurs à faire des modifications sur place, sur le chantier, qui engagent des coûts assez conséquents, qui sont portés par la maîtrise d'ouvrage, mais surtout par les entreprises de construction elles-mêmes ou les installateurs. Donc tout ça, en fait, conditionne finalement et oblige à faire des maquettes de plus en plus qualitatives pour justement limiter l'impact de ces non-qualités. Donc pour bien concevoir le projet, évidemment, il est nécessaire d'avoir des bonnes données d'entrée. Et ces bonnes données d'entrée, finalement, elles sont contenues non pas dans la maquette, si on regarde de façon très macroscopique, mais vraiment dans les objets qu'elle contient. En fait, quand on regarde de façon précise une maquette, on se rend compte que c'est ni plus ni moins, si on peut dire, qu'un gros Lego dans lequel on va assembler finalement un ensemble d'objets qui vont s'interconnecter les uns avec les autres pour donner une maquette cohérente à la construction et utile à la conception et construction du bâtiment. Donc, si on revient sur les bases, un objet, finalement, il est constitué de plusieurs éléments. En premier, et c'est surtout là-dessus que l'on s'attache aujourd'hui lorsqu'on fait du BIM, c'est sur la partie graphique, donc 2D, 3D, dans lequel on va retrouver donc, les différents formats de fichiers, le format de fichier, des niveaux de détail, des connecteurs, hydrauliques, aéroliques, électriques, ainsi de suite, des encombrements, des dimensions, et aussi de l'interopérabilité, donc avec des formats IFC. En deuxième point, on retrouve l'ensemble des données techniques. Donc, c'est là-dessus qu'on va porter une attention toute particulière, puisque toutes les données techniques, en fait, relatent des performances techniques du produit lui-même, mais aussi des coûts que ça peut engendrer du produit lui-même, et puis les différents aspects liés à la maintenance de l'équipement. Et enfin, dernier point, c'est l'ensemble des documents techniques qui précisent les caractéristiques du produit sous forme de documents papier. Donc, ça peut être des fiches techniques, des notices d'utilisation, certificats de garantie ou des fiches de maintenance.
Donc voilà ce qui est un objet aujourd'hui, ce que devrait être plutôt un objet dans une maquette numérique. Aujourd'hui, c'est surtout du graphique et un petit peu de données. Mais on va voir comment on peut gérer plus efficacement la donnée pour pouvoir en tirer parti. Alors la collaboration, évidemment, c'est l'essence même de cette réussite. Et finalement, aujourd'hui en entreprise, on se rend compte que parfois il y a souvent un petit peu d'individualisme dans la création des maquettes, alors que finalement on est tous capables d'alimenter par nos connaissances des informations ou des compétences complémentaires qui finalement participent à l'amélioration de l'ensemble. Donc aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir, au travers de ce que je vais vous présenter juste après, d'optimiser finalement des gains de temps en limitant finalement la production des objets. On a quand même beaucoup d'entreprises que l'on rencontre qui nous disent recréer des objets assez régulièrement parce qu'ils ne les trouvent pas, parce que c'est pas forcément organisé comme ça devrait l'être, où chacun a sa façon de rechercher. Et donc, il y a des pertes de temps qui sont assez considérables finalement, ne serait-ce que sur la recherche des objets qui vont servir à la constitution de la maquette. Ensuite, le deuxième point, c'est contrôler. Contrôler finalement l'usage des objets qui sont utilisés dans les maquettes. Aujourd'hui, un concepteur peut travailler avec tous les objets qui sont disponibles sur les différentes plateformes du marché. Cependant, ce n'est pas forcément lié à des contrats cadres que les entreprises peuvent avoir chez certains fournisseurs. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir identifier et proposer aux modeleurs les objets qui vont être utiles pour la conception du projet. Et enfin, dernier point, c'est améliorer la qualité finalement de l'ensemble en ayant la capacité de pouvoir enrichir en fonction des différentes phases du projet ce même objet pour que, évidemment, on les rende de plus en plus efficaces, on les rende meilleurs de projet en projet. Donc ça on parle vraiment de consolidation d'expérience. Donc là, on est sur les promesses finalement, gain de temps, contrôle et qualité, et on va voir la manière dont on est capable de collaborer au travers de la solution OnFly. Donc la collaboration, finalement, elle doit disposer d'un environnement qui soit adéquat. Vous pouvez être une entreprise régionale, une entreprise nationale ou internationale. Ça sous-entend qu'il y a des bureaux multiples. Donc l'un des premiers challenges, finalement, c'est de pouvoir rassembler au sein d'un environnement unique l'ensemble des objets qui vont servir ou qui ont servi à la production de maquettes. Donc, le premier point, c'est centraliser la bibliothèque. Le deuxième point, qu'on n'abordera pas sur ce webinaire-là, mais qui fera l'objet d'un webinaire prochainement, c'est la structuration des données. On a tous nos façons de nous exprimer et aujourd'hui, ça pose des problèmes puisque on a du mal à pouvoir exploiter l'information si on ne parle pas tout à fait le même langage. Alors, ça peut être linguistique, mais ça peut être aussi sur la simple expression d'une propriété. Donc tout ça, en fait, c'est des choses que l'on va pouvoir adapter selon finalement une structure d'information qui a été formatée. Le point essentiel sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est de rechercher des objets, pouvoir identifier les équipements qui vont servir au projet de façon efficace. Il y a aussi une affaire de compatibilité. On a vu tout à l'heure qu'il y avait potentiellement différents acteurs, c'est sûr, mais aussi différents logiciels de conception. Donc, il faut qu'on puisse assurer la compatibilité des formats de fichiers dans les différents environnements de travail des utilisateurs. Donc, pour ce faire, on va distinguer finalement la géométrie de l'information qui est contenue dans un objet. Et grâce à cela, on va pouvoir assurer une interopérabilité plus efficace au travers des différents acteurs. Enfin, dernier point, l'évolutivité des informations. Aujourd'hui, quand vous prenez un objet sur les différentes plateformes, souvent vous prenez un format de fichier dans lequel est contenu l'ensemble des informations. Le fait de pouvoir dissocier la géométrie des informations, des données,
permet finalement de sélectionner uniquement les informations dont vous allez avoir besoin en fonction des différentes phases de projet. Donc voilà, pour resituer un petit peu le panorama de l'interopérabilité des opérations entre les différents acteurs et délivrer plus rapidement des maquettes numériques avec plus de qualité, on va voir au travers de la démo différents aspects. En premier lieu, ça va être visualiser et trouver les objets au travers de la bibliothèque mise en collaborant en commun, constituer et centraliser la bibliothèque d'objets, contrôler et gérer les différents droits d'accès, gérer les demandes de contenu et enfin enrichir les objets selon les différentes phases du projet. Voilà. Donc on va le voir au travers de la démonstration maintenant. Je vais me rendre sur l'outil OnFly que vous voyez dorénavant à l'écran. Donc on est sur une application web, comme vous pouvez le voir, qui est accessible au travers d'une adresse URL qui est créée à la création du besoin de l'entreprise. Donc c'est remplacer démo par entreprise.onefly.io et alors vous accédez à votre environnement qui va pouvoir être partagé à des collaborateurs internes, dans tout le sens, mais aussi externes. Donc l'un des premiers éléments qu'on peut constater dans cette bibliothèque, c'est que c'est un outil spécifiquement dédié à la présentation des différents objets de la bibliothèque entreprise. Donc on voit ici, dans l'interface, un tas d'objets qui ont servi pour des projets, sur lesquels on va pouvoir sélectionner ici les bibliothèques de mon entreprise, donc qui ont été validées par un BIM manager ou un BIM coordinateur, donc qui ne rendent accessibles que les objets, on va dire, validés. Mais aussi, on peut étendre, si on le souhaite, la bibliothèque à des objets publics qui sont diffusés, comme vous le savez, sur l'espace bimenco.com. Donc l'ensemble de ces objets, en fait, reprennent trois éléments, ce que l'on a vu tout à l'heure. On va se concentrer uniquement sur la bibliothèque démo. On va retrouver donc un visuel, premièrement. Donc ce visuel, on va prendre un objet type générique, dans lequel on retrouve, par exemple ici, du fabricant du générique, peu importe. On retrouve les différentes variantes de cet objet avec l'ensemble des caractéristiques qui sont affichées ici. Juste après, on voit les différents modèles 3D. Donc là, on est sur des formats Revit, mais on est tout à fait capable de gérer tous les formats de fichiers, je dirais des logiciels de conception, que ce soit de l'Archicad, du Allplan, du SketchUp, des formats IFC, ainsi de suite. Et on retrouve l'ensemble de la documentation technique. Donc voilà, tout ce qui caractérise un objet, on le retrouve dans les trois premiers onglets, les propriétés, les formats de fichiers et la documentation. La documentation est accessible directement et stockée directement dans l'environnement OnFly. Donc ce n'est pas un lien, on affiche directement les informations ici. Ensuite, on retrouve, sans même déployer et rentrer dans l'objet, on retrouve l'ensemble des classifications dans lesquelles cet objet a été rangé. Ce qui présente un avantage certain pour les entreprises qui ont besoin d'identifier ces objets dans différentes classifications ou qui travaillent sur des marchés internationaux. On est tout à fait capable de pouvoir intégrer différentes classifications sur un seul et même objet. On va pouvoir aussi taguer ces objets-là, ce qui veut dire que lorsqu'on travaille dans des projets avec une bibliothèque conséquente, on peut taper très rapidement dans le moteur de recherche les mots-clés, les tags, et à partir de là, on va extraire uniquement de la bibliothèque les objets qui ont été tagués CBC. Voilà. On peut aussi retrouver au travers des outils de recherche avancés des informations complémentaires qui vous permettent de filtrer plus finement les données recherchées, les objets recherchés. Donc on n'est pas sur de la recherche, on est vraiment sur on trouve vraiment les objets dont on a besoin pour concevoir son projet. Donc l'ensemble de ces objets sont intégrables aussi dans des bibliothèques projets. Donc on peut glisser au travers d'un outil très simple, ici gestion des objets,
on va pouvoir finalement sélectionner tous les objets qui vont alimenter une bibliothèque projet. Très simplement, en fait, en sélectionnant les objets que l'on souhaite, on va pouvoir les attacher ici à un projet. Donc là, on a identifié quelques-uns des projets. On peut en sélectionner un de manière à ce que on rende accessibles ces objets-là à la bibliothèque projet. Donc ça, c'est un peu le travail du BIM coordinateur qui va pouvoir non pas forcément systématiquement définir un gabarit hyper détaillé avec tous les objets dès le début. Il a la possibilité finalement de déposer les objets dans la bibliothèque projet et donner accès aux modeleurs ou aux partenaires extérieurs, accessibilité à cette bibliothèque projet. Donc, pour constituer cette bibliothèque, en fait, il existe plusieurs moyens. Vous pouvez le créer de toutes pièces au travers donc, de l'outil qui est dédié pour ce faire. Donc là, vous constatez qu'on est toujours dans un environnement web et on va pouvoir créer très facilement et rapidement un objet. Donc la première étape consiste à ajouter une description de l'objet. Donc là, on va prendre une cassette clim, par exemple. On peut le définir en plusieurs langues. On a un outil qui permet de traduire aussi automatiquement l'ensemble des descriptions de l'objet. On va ensuite identifier les indices de révision. Donc là, on est sur un indice 1, création d'un objet, et l'attacher, créer un lien si nécessaire. En phase 2, on va pouvoir attacher des images. Donc ces images, on les retrouve finalement dans le répertoire dans lequel on a stocké les informations. Voilà. Pardon. On va prendre donc la cassette de clim en question. Donc là, on a déjà un premier visuel, on peut en rajouter plusieurs, hein, jusqu'à 30 mégas. On va pouvoir ajouter des classifications. Là, on peut dire, on va prendre le Aircon. Donc là, on va mettre des tags déjà, par exemple. On va dire que c'est du HVAC aussi, ainsi de suite. On va pouvoir identifier l'ensemble des classifications dans lesquelles on veut ranger cet objet-là. Donc là, on va dire que c'est du MEP. On est sur CVC. On va prendre cassette. Voilà. On peut ranger ça évidemment dans plusieurs classifications. On peut le voir ici. Voilà. Très bien, étape 3. Donc, on va passer à l'étape 4. Alors, on ne va pas trop en parler cette fois-ci, mais lorsque j'ai créé dans ma classification BIM & Co, j'ai sélectionné la classification qui correspondait au type d'objet. En fait, dans cette classification BIM & Co, on retrouve un certain nombre de propriétés qui sont déjà prédéfinies, ce qui permet ici d'avoir finalement le minimum d'informations qui va caractériser l'objet. Donc sur des informations de conception, de dimension et de classification. Donc ça présente un intérêt puisqu'en fait, on a beau ne pas utiliser les logiciels de conception du marché, on est tout à fait en mesure de pouvoir caractériser l'objet en question sans maîtriser les logiciels de conception. Ensuite, on a évidemment la possibilité de rajouter des modèles 3D. Donc là, modèle 2D ou modèle 3D. 3D tout de suite. Donc là, on va prendre le fichier Revit qui correspond finalement à toutes les variantes, parce que là, j'ai qu'un objet, mais on peut voir que l'on peut créer aussi différentes variantes de cet objet-là. On va pouvoir définir s'il s'agit d'un objet statique ou paramétrique, tout ça peut être géré. On retrouve les formats de fichiers qui correspondent et le niveau de détail qui est une information certes un peu subjective, mais qui donne une indication sur le niveau de détail géométrique de cet objet-là. Cet objet peut être aussi associé à une représentation 2D. On peut y attacher des documents. Donc, en fonction du phasage de la documentation, on peut dire que c'est des documentations de conception, de construction ou bien d'exploitation, auquel cas je vais simplement aller rechercher la fiche technique, par exemple, de mon produit, en définissant voilà, le type de document, c'est la notice ou le guide d'installation, par exemple. Voilà.
Et en fait, toutes les informations qui sont stockées dans cette partie donnera en fait des indications lors de la production du DOE. On sera tout à fait en mesure, au travers des API, il faut savoir que l'application est développée sous forme de microservices web API, qui sont requêtables et permettent d'extraire l'ensemble des informations qui constituent l'objet et les objets de la maquette en particulier. Enfin, la publication, donc lorsque cet objet a été convenablement créé, on est en mesure de pouvoir le publier et donc de le rendre disponible à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et extérieurs. Voilà. Donc, ici, on a vu comment on pouvait créer un objet, c'est la première approche. On a aussi la possibilité de pouvoir l'intégrer au travers d'une maquette numérique. Donc là, par exemple, je suis sur une maquette Revit et je vais intégrer un objet dans ma bibliothèque. Donc, je vais prendre, par exemple, ce ballon d'eau chaude. Je vais utiliser soit l'outil dynamique là, qui est présenté dans le ruban, soit utiliser directement le panneau, le plugin BIM&Co dans lequel je vais envoyer un objet. Donc très simplement, ici, je vais sélectionner finalement l'objet en question. J'ai une interface qui me permet de sélectionner quelle est la bibliothèque d'objets dans laquelle je veux insérer cet objet-là. Donc là, je vais le mettre dans la bibliothèque centrale, ça sera accessible à tout le monde. En étape intermédiaire, on retrouve en fait tous les champs, toutes les propriétés de cet objet-là qui ont été convertis dans le dictionnaire BIM&Co. Donc ça veut dire que finalement, lorsque une propriété d'un objet, d'une maquette a été associée au dictionnaire BIM&Co, il est traduisible en 7 ou 7 langues. Donc ça veut dire qu'en fait, on utilise les propriétés d'entrée que l'on va convertir en une propriété BIM&Co et qui sera donc cette fois-ci accessible en différentes langues. On retrouve donc toutes les propriétés built-in de Revit là, qui ont été automatiquement mappées et on retrouve ici les propriétés qui n'ont pas été associées à des champs du dictionnaire BIM&Co. Donc ici, on retrouve l'objet en question. On peut lui attacher évidemment des classifications supplémentaires. Et ensuite, on va le télécharger dans la bibliothèque. Donc là, je le fais pour un objet, mais on est tout à fait en mesure de pouvoir le faire sur tous les objets de la maquette numérique de façon beaucoup plus industrielle, si je puis dire. Donc là, il est en train de créer cet objet dans la bibliothèque. Connexion n'est pas des plus rapides. Voilà. Donc on retrouve Demo My Project Water Heater, dans lequel on a donc un visuel, toujours, hein, qui est repris, donc qui est la représentation 3D de l'objet de la maquette. On retrouve toutes les variantes qui ont été importées et l'ensemble des données techniques qui le caractérisent. On retrouve bien le modèle Revit et pas de documentation, puisque dans Revit, on ne peut pas attacher de documentation aux objets. Voilà, donc cet objet, comme vous pouvez le constater, il a un œil barré, mais dès l'instant où je vais le rendre public, publier l'objet, donc ça, j'en ai la possibilité puisque je suis administrateur de la plateforme, je vais le rendre disponible à l'ensemble des collaborateurs. Donc dorénavant, on va retrouver finalement les différents objets. Voilà, on retrouve la cassette clim que j'ai créée tout à l'heure dans l'environnement d'Onfly et on retrouve le boiler, enfin le ballon d'eau chaude qui a été importé depuis la maquette. Voilà. Donc j'évoquais tout à l'heure la notion de droit. En fait, cette bibliothèque-là, elle est accessible à tous les utilisateurs qui y sont invités. Donc, cette invitation, elle est faite par les administrateurs. Donc, on peut inviter au travers des adresses mail. On peut attribuer aussi des droits d'accès par nom de domaine. Donc, tout ce qui est
je sais pas, gmail.com par exemple, hein, on peut inviter les personnes qui seront en attente de validation par l'administrateur. Alors au niveau des droits d'accès, on retrouve plusieurs rôles, des membres, des créateurs d'objets, des validateurs et puis des partenaires. Donc les partenaires ont des droits limités puisqu'ils ne peuvent que télécharger des objets ou faire des propositions d'objets dans la plateforme. Donc ces droits d'administration finalement revêtent un intérêt puisque finalement c'est ce qui permet de garantir le maintien de la qualité des objets qui sont dans la bibliothèque. Voilà. Donc tout ça c'est important. On va voir aussi d'un point de vue opérationnel comment ça se présente pour télécharger un objet dans l'environnement de Revit. Donc là, on retourne sur Revit. On va utiliser ici l'outil ajouter un objet. Donc on va prendre par exemple un objet quelconque, on va prendre cette CTA là par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. On va sélectionner le modèle 3D qui nous intéresse. Donc là, on en a deux, un en lot de 200, un en lot de 400. Et ce qui est particulièrement important, c'est finalement la possibilité de sélectionner les informations que l'on souhaite. Donc là, on va utiliser le Smart Download. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a aujourd'hui la possibilité finalement de pouvoir sélectionner les propriétés qui nous intéressent au moment où on en a besoin. Donc on n'est pas obligé de surcharger finalement l'objet de propriété dans les phases amont. On va utiliser uniquement, par exemple, les classifications, on va utiliser les dimensions, et puis le côté électrique, raccordement électrique et quand même aérolique. Voilà. Donc sur cette base-là, on va sélectionner ensuite les différents modèles qui nous intéressent d'avoir. Donc là, on parle bien des types. Hein, on va avoir plusieurs types. On va utiliser un seul sur le coup. On a 30 propriétés sur une variante. Et donc, on va télécharger cet objet-là dans la maquette. Donc, il fait la conversion du format de fichier. Ça tourne toujours. Voilà. Et à partir de là, donc, je vais implanter ma CTA directement dans mon projet. Donc cette CTA, elle contient uniquement les informations finalement qu'on lui a demandées, avec les contraintes, le côté électrotechnique, les dimensions et puis la partie aérolique. Donc comme vous pouvez le constater ici, on retrouve les données d'identification de cet objet-là qui génère finalement à chaque fois qu'on télécharge un objet depuis la bibliothèque jusqu'à la maquette, il est identifié avec un GUID unique qui permet finalement de garder le lien entre la bibliothèque et la maquette. Ce qui sous-entend finalement que si je fais une modification de cet objet-là pour une raison ou une autre dans ma bibliothèque, eh bien automatiquement mon objet va en hériter. On va le retrouver. Voilà. On va rentrer dans l'édition de l'objet en question. On va lui ajouter par exemple quelques propriétés. Ici, par exemple, au niveau électricité, on va lui donner le type d'alimentation. Donc là, encore une fois, vous voyez, c'est une interface qui est quand même pratique en termes d'utilisation. Vous avez des champs prédéfinis qui sont automatiquement renseignés. On va sauvegarder cette modification. On va créer un nouvel indice de révision. Voilà, validé. Donc là, on a bien un indice 4 tension pôle qui a été créé. Et alors, je vais pouvoir finalement mettre à jour mon projet. Donc ça sous-entend que lorsque j'ai commencé un projet il y a quelques mois,
S'il y a des améliorations de performance sur un équipement fabricant ou bien sur l'ajout de propriétés sur un équipement, générique, eh bien, automatiquement, je vais pouvoir les récupérer sans effort et mettre à jour ainsi l'ensemble de ma maquette numérique avec l'ensemble des informations. Donc là, il est en train de mettre à jour l'objet en question. Et ici, je vais retrouver les informations qui sont présentées, si je sélectionne l'objet, évidemment. Hop. On retrouve bien les informations que l'on a vues tout à l'heure. Et ici, voilà, on retrouve le type de tension d'alimentation, on est bien passé en AC, et on a bien le nombre de pôles qui est passé à 4, que l'on n'avait pas tout à l'heure. Donc toutes ces informations-là sont automatiquement mises à jour, et l'indice de révision, il est bien passé à 4 aussi. Donc là, c'est ce qui permet de garantir finalement une actualisation des objets de la maquette très simplement, rapidement, à partir du moment évidemment que cet objet-là a été utilisé à partir de la bibliothèque OnFly. Voilà. On peut se retrouver aussi dans un cas de figure où évidemment on ne dispose pas de l'objet en question. C'est souvent, c'est assez fréquent finalement quand on fait des maquettes, on ne peut pas penser à tous les objets en phase amont d'un projet. Donc pour cela, on a développé un environnement aussi intégré à la bibliothèque qui consiste à faire des demandes de contenu. Donc ces demandes de contenu, en fait, elles consistent à pouvoir exprimer le besoin. Donc là, on va faire par exemple un objet webinar dans lequel on va préciser la date à laquelle on la veut. C'est un objet générique ou un objet fabricant. On va dire, on va le décrire, description de la demande. On va pouvoir définir le niveau de détail attendu. Si on veut un fichier Revit, Archicad ou autre, ou IFC par exemple. Voilà. On va décrire aussi le type d'objet que l'on souhaite dans la classification dans laquelle on veut le mettre. Donc on va mettre intérieur par exemple. On va dire que c'est une cloison par exemple. Ici, on va pouvoir le taguer directement cloison. Donc, si le tag n'existe pas, il propose de le créer. Et ensuite, je vais envoyer la demande. Donc là, j'ai bien fait une demande qui arrive à l'administrateur qui va lui-même statuer sur cette demande. Donc là, on va pouvoir l'accepter ou la rejeter. Si je l'accepte, à ce moment-là, je peux l'assigner, si c'est un objet générique, à un membre de mon équipe. Si c'est un fabricant qui est référencé sur l'espace bimenco.com, l'assigner à un fournisseur. Voilà. Donc ici, on va voir en fait la liste de toutes les personnes qui sont présentes dans l'espace OnFly. On va attribuer ça à Manel. Merci de faire cet objet. Voilà. Donc là, je vais lui assigner la demande. Je peux aussi visualiser son planning si elle le rend disponible. Donc automatiquement, j'ai un message qui lui parvient finalement au travers d'un système de chat. Et donc, on a les demandes reçues ou les demandes en cours de traitement qui seront présents ici. Donc là, on a l'objet webinar qui a été envoyé et qui a été accepté. Donc là, on va pouvoir soit créer un nouvel objet, soit le lier à un objet existant. Voilà, si on veut créer le nouvel objet directement, il va générer finalement un objet sur lequel il faudra lui attacher une géométrie et puis les propriétés complémentaires qui sont nécessaires. Voilà. Donc là, parce qu'on l'a mis dans la catégorie cloison, automatiquement, on retrouve finalement l'ensemble des propriétés du dictionnaire Bimenco qui sont rattachées à cloison. Donc voilà le principe de fonctionnement. On a fait le tour finalement de l'ensemble des fonctions principales, en tout cas que on souhaitait vous faire voir aujourd'hui. Donc
On va revenir sur la présentation. Voilà. Ça, on l'a vu. Donc aujourd'hui, en fait, les grands bénéfices finalement d'utilisation d'un outil comme OnFly, donc c'est évidemment la création d'une bibliothèque entreprise qui va permettre non seulement en phase amont du projet, donc préparation du projet, simplifier énormément finalement l'ensemble de la mise à disposition des objets qui vont servir à la création du projet, mais aussi de structurer l'ensemble des informations essentielles à la bonne compréhension de la maquette, mais aussi pouvoir alimenter finalement l'ensemble des logiciels métiers. Donc on est sur des objets finalement qui sont vraiment prêts à l'emploi et qui répondent à des critères de qualité à la hauteur, je dirais, des attentes, autant de la convention BIM qui a été rédigée par le BIM Manager, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage qui va pouvoir disposer de l'ensemble des informations qui constituent son projet, du moins celles que vous voulez lui partager. Et enfin, on va gagner du temps, forcément, puisque cette bibliothèque d'objets est prête à l'emploi. On va non pas reconcevoir assez régulièrement les mêmes objets qui existent probablement quelque part dans l'entreprise. Là, on a une bibliothèque d'objets qui est prête à l'emploi et qui rentre dans une opération, enfin, de manière très opérationnelle à la production de la maquette. Donc, on va consolider l'expérience projet après projet. Enfin, dernier point, c'est l'augmentation de la qualité des maquettes et du contrôle du contenu. Vous l'avez vu, on est tout à fait en mesure, de façon très simple, de pouvoir rendre disponible l'information, de pouvoir augmenter le niveau d'information en fonction des différentes phases de l'évolution du projet, tout en gardant le contrôle finalement du contenu, en ne proposant au modeleur que les objets qui ont été validés par le BIM Manager ou les services achats ou les économistes de la construction. Voilà. Donc on garde systématiquement le contrôle du contenu en fonction des différents rôles que vous assignez aux personnes qui accèdent à cette bibliothèque. Voilà. Je crois qu'on a un petit peu dépassé le temps prévu, donc je vous invite du coup à nous envoyer, si vous avez des questions, à nous envoyer vos questions par le lien qui va vous être envoyé, que l'on a collecté déjà, hein, si vous avez déjà posé des questions sur l'environnement GoToWebinar. On y répondra avec grand plaisir. Pour toute autre question, je vous invite à prendre contact avec nous. Si vous voulez avoir une démonstration plus poussée et plus personnalisée de l'outil, ce sera avec grand plaisir aussi qu'on se rendra chez vous pour vous faire voir comment ça fonctionne et quelles valeurs vous pouvez en tirer. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de webinaire sur lesquels la prochaine fois, nous parlerons finalement de la structuration des informations et de l'impérieuse nécessité de décrire les objets avec l'ensemble des informations qui peuvent appartenir à l'entreprise. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence, votre participation, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.